Imaginez une simulation informatique, un truc où absolument aucun code ne dicte à une créature d'avoir faim. Il n'y a aucune ligne de programmation qui lui dit de chercher de la nourriture. Et la reproduction, la division cellulaire, ça n'a même jamais été codé. C'est pas un concept dans le système. Mais soudainement, sur l'écran, on observe des équations mathématiques qui commencent à traquer des ressources et qui se divisent en deux pour survivre. Ouais, et tout ça sans l'ombre d'un réseau de neurones géants, hein. Il n'y a pas d'intelligence artificielle centralisée derrière, sans ces milliards de paramètres préentraînés dont on entend tout le temps parler. C'est vraiment le phénomène de l'émergence poussé à son paroxysme absolu. C'est fou. Alors, l'exploration d'aujourd'hui, elle s'appuie sur un document de recherche qui est vraiment fascinant, intitulé Flow Lenia, Towards Open-Ended Evolution in Cellular Automata Through Mass Conservation and Parameter Localization. Bon, le titre est long, mais l'objectif, c'est de décrypter comment une simple contrainte de physique virtuelle peut générer une vie artificielle super complexe. Ok, décortiquant un peu tout ça. Oui, je pense que c'est nécessaire parce que le titre fait un peu peur au premier abord. Un peu, ouais. Ceux qui s'intéressent un peu à ce domaine connaissent bien les automates cellulaires classiques, genre le célèbre jeu de la vie de Conway avec sa fameuse grille rigide, ces cellules qui s'allument et s'éteignent mécaniquement de génération en génération. L'ENIA, qui est le système sur lequel se base la recherche d'aujourd'hui, c'est l'évolution continue et fluide de ce vieux concept. C'est ça, on abandonne complètement le côté damier binaire saccadé. Dans l'ENIA, on est dans un espace où le temps et les valeurs fluctuent un peu comme des ondes. Visuellement, ça ressemble vraiment à la dynamique d'un bouillon de culture biologique que tu regarderais sous un microscope. Ouais, c'est super organique à regarder. Exactement. Et ce passage au continu, il permet la formation de ce que les chercheurs appellent des motifs spatialement localisés. En gros, ce ne sont plus juste des amas de pixels qui clignotent au hasard, mais de vraies entités qui ont une forme de cohésion. Une forme de corps, quoi. Voilà. L'élément central ici, c'est ce qu'on appelle l'autonomie constitutive. Ces motifs, ces créatures, elles génèrent elles-mêmes les frontières dynamiques qui les séparent du reste de leur environnement. Elles produisent continuellement les conditions de leur propre maintien. Et ça, c'est un pilier fondamental des théories de l'énaction en sciences cognitives. Un organisme se définit d'abord par sa capacité à se créer et à se maintenir en vie face à la désintégration. L'autopoïèse, c'est le terme scientifique, c'est ça, hein? Absolument, l'autopoïèse, le fait de lutter contre l'entropie. Mais Loïc majeur, parce qu'il y en a un, c'est que cette désintégration, elle guette chaque entité dans l'architecture Lenia originale, en fait. Le document souligne que la survie d'un de ces motifs relève quasiment de l'anomalie statistique. La vie est d'une fragilité accablante. Ah oui, c'est un vrai cauchemar pour les chercheurs. Dès que le système tente d'explorer l'immense espace des paramètres possibles, les résultats sont catastrophiques, et ce de deux manières très distinctes. Ouais, soit ça explose, soit ça disparaît. C'est exactement ça. Soit la créature prolifère de manière totalement aberrante, ses valeurs s'emballent, et en gros, elle sature l'univers entier sous un vacarme de bruit statique. Soit la dynamique s'effondre sur elle-même, et pouf, la créature s'évapore dans le vide absolu. Il n'y a plus rien. Du coup, pour trouver les très rares configurations viables, les scientifiques devaient utiliser des algorithmes de recherche évolutionnaire colossaux juste pour trouver une créature qui tient la route. Et ce problème de fragilité, c'est que le point de l'iceberg. En effet, parce que le défaut le plus fatal de l'architecture Lenia de base, ça réside dans son paradigme d'exécution même. Dans ce système, l'univers entier est soumis à une seule et unique règle de mise à jour globale. Et ça, c'est une limite structurelle énorme. En fait, si on force chaque point de la simulation à obéir strictement à la même équation mathématique au même moment, l'émergence d'une diversité biologique, c'est juste impossible. Il y a une analogie qui marche super bien pour comprendre ça. C'est comme, imagine une immense salle de jeu, D'accord. et tu obligerais des joueurs d'échecs, des joueurs de Monopoly et des joueurs de poker à jouer sur un seul et même plateau physique et en utilisant tous un seul et unique livre de règles universelles. C'est voué à l'échec direct, ça n'a aucun sens. Voilà, le jeu s'effondre. Dans la réalité, la nature produit une complexité infinie parce que des espèces distinctes, qui fonctionnent avec des mécanismes de survie fondamentalement différents, elles peuvent partager le même habitat physique. C'est ça. Et l'évolution ouverte, pour qu'elle existe, elle exige ce partage spatial d'entités qui sont asynchrones et structurellement différentes. Dans un Lenia classique, si tu modifies un paramètre global pour, disons, permettre l'existence d'une espèce A, cette nouvelle loi de la physique va instantanément pulvériser l'espèce B qui, elle, avait besoin d'un autre équilibre pour survivre. C'est dingue.
Du coup, il était impératif de trouver un moyen de contraindre ces créatures à ne plus se désintégrer au moindre changement de paramètres si on voulait espérer observer une vraie coexistence. Et c'est là que l'équipe de recherche arrive avec cette rupture conceptuelle qu'ils ont appelée Flowlenia. En gros, au lieu d'essayer de dompter sur chaos avec une micro-gestion algorithmique super lourde, ils ont injecté dans cet univers numérique une règle, la loi la plus inébranlable de notre propre physique. La thermodynamique. Exactement, la conservation de la masse. L'automate, il commande plus aux cellules de changer de couleur ou de luminosité de façon arbitraire. Maintenant, le système dispose d'une quantité absolue, finie, de matière. Et cette matière, elle doit rester rigoureusement constante d'une étape temporelle à l'autre. Le fluide circule, mais il n'y a aucune masse qui peut apparaître par magie et aucune ne peut disparaître. Et le moteur de ce mouvement, c'est ce qu'on appelle une carte d'affinité. Le système évalue constamment l'environnement immédiat de chaque petite parcelle de matière et il calcule un gradient de désirabilité locale. Un gradient de désirabilité, c'est-à-dire vers où la matière a envie d'aller. Voilà, exactement. La matière s'écoule naturellement vers les zones où cette affinité est la plus forte, au maximum. Ça simule en fait un comportement de croissance ou d'attraction. Sauf que, attends, si toute la matière obéit aveuglément à cette fameuse carte d'affinité, la physique de base nous dit qu'elle devrait finir par s'agglutiner en un seul point infiniment dense, pile au centre de la zone optimale. Un peu comme un trou noir, non? Il manque une force pour empêcher cet effondrement. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'intervient le gradient de concentration inverse. C'est lui qui joue ce rôle critique de contrepoids. Dès que la matière s'approche d'une densité seuil dans une zone précise, il y a une force de diffusion répulsive qui prend le dessus. Ah, donc ça la repousse. C'est ça, le système crée en fait un bras de fer permanent. La matière veut se regrouper sous l'effet de l'affinité, mais physiquement, elle est empêchée de trop se concentrer à cause de ce gradient inverse. Et c'est vraiment cette tension constante qui donne aux créatures de Flowlenia leur texture organique, et leur volume, leur cohésion. Mais concrètement, au niveau informatique, c'est comme si on manipulait un fluide avec une quantité d'eau fixe sur une toile, plutôt que d'allumer ou d'éteindre des ampoules. Sauf que le calcul d'une mécanique pareille, ça doit être vertigineux, non? Simuler de la dynamique des fluides continue sans jamais perdre une seule goutte de matière par une simple erreur d'arrondi de l'ordinateur, normalement, ça demande des supercalculateurs géants. C'est vrai, c'est un défi massif, mais l'article mentionne l'utilisation d'une technique très spécifique, le reintegration tracking, couplé à ce qu'on appelle une grille semi-lagrangienne. Oula, ok. Faut qu'on explicite ce concept technique pour qu'on comprenne bien. D'accord, alors, imagine l'approche lagrangienne pure. Ça consisterait à mettre une étiquette sur chaque microscopique particule virtuelle, des millions de particules, et à calculer individuellement la trajectoire de chacune d'elles. Ce qui ferait cramer n'importe quel processeur en 2 secondes. Exactement. Et à l'inverse, l'approche eulérienne classique, c'est juste de regarder une grille fixe, mais à chaque étape, on crée de la perte d'information, du flou. La masse finit par se dissiper. Donc, la grille semi-lagrangienne, c'est le meilleur des deux mondes. Voilà. Au lieu de calculer vers où chaque goutte de fluide va aller à la seconde suivante, l'algorithme il se place sur chaque point fixe de la grille et il regarde en arrière. Il retrace le vecteur de vitesse à l'envers pour aller chercher la valeur exacte de la matière pile là où elle se trouvait à l'étape juste avant. Oh, waouh, c'est super ingénieux. Ouais, et cette subtilité d'intégration, c'est ça qui permet de maintenir une conservation de masse absolue, au gramme près, et avec une vitesse d'exécution stupéfiante. L'étude parle de cycles de 255 microsecondes par étape sur une simple carte graphique. Ça permet de simuler des millions d'interactions en temps réel. Et la conséquence directe de ce corset physique sur la simulation, c'est que ça résout le gros obstacle du Lenia de base. L'explosion dont on parlait au début, elle est neutralisée parce qu'il n'y a tout simplement pas de nouvelle matière à créer. Et l'évaporation est abolie parce que la matière existante, elle est condamnée à persister. Exactement. Si on relie ça à la vue d'ensemble, la conservation de la masse agit comme un régulateur absolu. Les formes qui sont générées aléatoirement se stabilisent presque toutes en créatures localisées. Et ce postulat de base, ça permet d'observer le vrai potentiel comportemental de ces entités. Parce qu'elles font des trucs incroyables. Rien qu'avec des observations aléatoires, l'article démontre déjà une richesse morphologique hallucinante. On voit émerger des ondes asymétriques, des trucs qui s'enroulent sur eux-mêmes, ou qui ondulent pour avancer, genre avec la locomotion d'un serpent. Oui, et l'introduction du paramètre de température joue un rôle de modulateur ici. En gros, en manipulant la température,
ce qui, dans ce contexte, correspond au taux de diffusion aléatoire de la matière, on traverse une transition de phase très claire. C'est le classique équilibre entre l'ordre complètement stérile et le chaos amorphe, non? C'est tout à fait ça. À basse température, la matière, elle se fige, elle se solidifie en de rigides structures de Turing sans aucun mouvement. À l'inverse, à une température extrême, les liens s'effritent et l'entité fond littéralement. Mais si tu navigues précisément sur la frontière entre ces deux états, Le fameux régime critique. voilà, le régime critique, c'est là que ça déclenche des dynamiques internes qui frôlent l'imprévisibilité biologique. Et donc, l'étape suivante pour les chercheurs, c'était de prendre ce régime critique et de le soumettre à des stratégies évolutives. Le but, c'était de voir s'ils pouvaient forcer ces créatures émergentes à accomplir des tâches complexes, mais attention, sans aucune instruction directe, sans code. Oui, et les résultats sont fascinants. Les algorithmes d'optimisation ont réussi à sélectionner des créatures capables de faire des mouvements balistiques continus. Elles ont appris à négocier des angles pour faire demi-tour quand elles touchent les limites de l'écran, à naviguer dans un vrai labyrinthe de murs répulsifs et même à faire du chimiotactisme. Le chimiotactisme, faut s'arrêter là-dessus 2 secondes parce que c'est fou. Le fait de remonter la trace d'un gradient chimique fictif jusqu'à sa source. Attends, ces amas de matière, ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas d'organes sensoriels pour analyser l'environnement. Il n'y a pas de système cognitif pour émettre une commande du style « tourne à droite, l'odeur chimique est plus forte par là ». Non, rien de tout ça. Comment c'est possible qu'une entité pareille apprenne à chasser une cible invisible? C'est là que l'approche est brillante. L'apprentissage, il se fait pas du tout par un réseau de neurones traditionnels qui réfléchirait à la solution. C'est par l'optimisation de la morphologie de la créature. Ce sont les paramètres physiques de l'entité, sa forme même, qui mutent. Sa forme physique asymétrique, qui est dictée par ses règles locales, c'est elle qui génère par elle-même le mouvement face au stimulus. Ah, donc c'est la structure qui fait l'action. L'analogie marine prend tout son sens ici, je trouve. Un bateau à voile, il n'y a aucun système informatique à bord, il n'y a aucune capacité d'analyse pour décider comment remonter au vent. Mais si tu optimises la géométrie de la coque, si tu places la dérive de manière asymétrique et que tu règles la tension des voiles, eh ben, les lois de l'aérodynamique forcent littéralement le navire à avancer intentionnellement contre la brise. L'intelligence, elle n'est pas dans un cerveau, elle est incarnée dans la structure. Exactement, c'est de l'intelligence morphologique. Et les expériences de l'article sur les structures multicanaux le prouvent complètement. Les chercheurs ont remarqué que les créatures qui n'ont qu'un seul canal de matière, un peu comme une cellule très rudimentaire sans organite, elles échouent systématiquement aux tests de navigation et de chimiotaxisme. D'accord. Mais en revanche, quand ils utilisent des entités avec 20 ou 25 noyaux d'interaction asymétriques, c'est-à-dire plusieurs canaux, elles traversent ces labyrinthes avec une aisance incroyable. C'est ouf. Enfin, la pluralité de ces canaux, ça permet de générer des couches spécialisées qui agissent comme des vrais organes, en fait. J'ai lu qu'un canal périphérique pouvait agir comme un bouclier pour repousser les murs, pendant qu'un canal interne super dense servait de moteur pour propulser la créature. Ouais, c'est de la biomécanique numérique pure. Dans le cas du chimiotactisme, la symétrie chimique de l'environnement, elle n'est pas sentie par la créature. Elle modifie directement la pression physique sur la membrane externe de la créature. Et cette différence de pression, ça contraint la dynamique des fluides à l'intérieur, ce qui aspire littéralement le corps vers la zone de haute concentration. Le comportement intelligent émerge de la physique. Et cette redéfinition, ça nous mène vraiment au tournant majeur de cette recherche. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que pour passer d'un organisme tout seul, optimisé dans son petit bac à sable, à l'évolution de multiples espèces qui cohabitent et qui sont en concurrence, eh bien la fameuse règle globale unique de Lénia dont on parlait, elle devait disparaître. C'est là qu'ils introduisent l'encodage des paramètres, le parameter embedding. Oui, c'est une idée révolutionnaire. C'est l'idée d'attacher le code source à la matière elle-même. Les paramètres, comme les vecteurs de poids qui déterminent comment la cellule se comporte, son rayon d'action, tout ça, ce n'est plus dicté par une loi extérieure globale. Ouais, par un dieu hors de la machine, quoi. C'est ça. Maintenant, l'ADN mathématique est littéralement embarqué. Il voyage avec la matière en stricte synchronicité avec l'onde de densité qui forme la créature. Sauf que, si tu as plusieurs espèces qui se baladent, la collision spatiale d'espèces divergentes, ça soulève un sacré défi computationnel. Imagine si une cellule de la grille voit arriver de la matière d'une espèce A avec son ADN X et au même moment de la matière d'une espèce B avec son ADN Y. Comment le moteur physique il choisit sans détruire les deux créatures?
Si tu fais juste une moyenne des deux, ça ferait une bouillie stérile, ça annulerait toute spécialisation. Totalement. C'est pour contourner ce nivellement vers le bas qu'ils utilisent une méthode qui s'appelle l'échantillonnage softmax. Le softmax? Oui, c'est un outil probabiliste. En gros, ça convertit les proportions de matière en présence dans la cellule en une probabilité. La matière qui est la plus abondante dans cette cellule de conflit obtient une probabilité asymétriquement très élevée d'imposer son propre ADN au résultat final. Ah, donc le plus fort l'emporte pour préserver l'intégrité de la créature. Voilà. Mais, et c'est là le génie, la nature probabiliste du softmax fait qu'il reste toujours une infime chance pour que l'ADN minoritaire s'exprime quand même. Et ça permet un échange partiel d'informations, ça autorise des asymétries créatives et ça permet à des espèces de partager des zones de contact sans se diluer dans une soupe grise uniforme. Ce qui a permis cette expérience spectaculaire sur une grille immense de 1024 par 1024 pixels. Les chercheurs ont lâché dans ce monde 144 espèces avec des comportements distincts et ils les ont laissées tourner pendant 200 000 itérations, sans aucune intervention. Une théorie darwinienne basique prédirait une grosse guerre menant à l'annihilation de tout le monde ou à la domination d'une seule espèce super agressive. Et le résultat a été infiniment plus sophistiqué. Cette intégration probabiliste dont je viens de parler, elle a déclenché l'émergence spontanée de comportements symbiotiques profonds. Au lieu de s'entretuer, certaines espèces sont entrées en résonance. Ouais, c'est dingue. Des espèces différentes qui s'assemblent pour former une nouvelle créature. Absolument. On voit des entités d'une espèce s'installer au cœur d'une configuration pour y agir comme un vrai moteur rotatif, pendant qu'une autre entité, d'une espèce totalement différente, vient se placer à la périphérie pour canaliser l'énergie et former une membrane de protection. C'est la création de méga-organismes hybrides. Une complexité impossible à attendre pour une seule espèce isolée. Ce niveau de coopération, c'est le graal absolu de la vie artificielle autonome. Mais il manquait quand même un truc. Le moteur primaire de la pression de sélection naturelle pour s'assurer que ces comportements ne sont pas juste des coups de chance géométriques. Alors ils ont introduit de la nourriture. Et de la faim. La dynamique impose maintenant un déclin constant de la masse. Les créatures maigrissent constamment. Leur onde de matière s'érode. La mortalité devient une réalité dans la simulation. Et pour survivre à cette évaporation constante, la simulation génère une carte de nourriture, des nutriments abstraits. Si une créature navigue et trouve une ressource, elle grandit. Elle convertit cet environnement en matière. Cumulation de matière par une entité qui mange beaucoup dépasse le seuil d'équilibre que les gradients peuvent maintenir. L'onde devient trop grosse et pouf, elle se déchire en deux de façon symétrique, générant deux noyaux stables distincts avec chacun la copie exacte de l'ADN initial. C'est littéralement la naissance d'une mitose cellulaire spontanée, sans qu'aucune ligne de code n'ait dit « maintenant, reproduis-toi ». C'est de la pure émergence. Et la réaction à la fin est tout aussi incroyable. Quand elles ont faim, elles changent de comportement. Oui. Quand une entité a beaucoup d'énergie, elle peut rester statique, faire des petits mouvements sur place, mais dès que l'érosion attaque son volume critique et qu'elle risque de mourir, sa morphologie interne perd de sa stabilité. Ce déséquilibre physique transforme les dynamiques d'attraction en instabilité motrice. L'entité se réveille brutalement et se met à s'agiter dans tous les sens de manière erratique. C'est l'équivalent d'un comportement de recherche désespérée de nourriture. L'action est totalement dictée par la perturbation structurelle de la famine. C'est un glissement de paradigme total. On passe d'une simulation mathématique à un véritable écosystème avec des pressions darwiniennes intrinsèques, sans aucun objectif final dicté par un programmeur. L'unique objectif du système, c'est la survie de l'autopoèse. Ce qui soulève une question épistémologique majeure pour les scientifiques. Comment on mesure la cognition ou l'agentivité dans un monde où tout est émergent? Il n'y a pas de code qui dit « ça, c'est un individu ». Un individu, c'est juste un tourbillon passager de flux régulé par un ADN temporairement stable. Ça oblige les chercheurs à utiliser des outils complexes issus de la théorie de l'information juste pour cartographier les interactions causales sans supposer d'individualité au départ. C'est une déconstruction totale de notre perception de ce qu'est un organisme vivant, quoi. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi ce papier très pointu sur les mathématiques est-il si pertinent pour nous? Flo Lenia démontre qu'en ajoutant simplement une contrainte de physique basique, la conservation de la masse, sur un système chaotique, la vie trouve un moyen de s'organiser, de s'adapter, de coopérer par symbiose et d'évoluer. 100 millions d'heures d'entraînement supervisées par IA. L'univers trouve inévitablement l'équilibre en proliférant. C'est ça.
La vérité physique fondamentale ici, c'est qu'un système soumis à des contraintes finies produira des architectures complexes si on lui donne la liberté structurelle pour préserver son propre flux. Les mathématiques simples, appliquées rigoureusement dans un espace continu, ça contient tout ce potentiel organique qu'on observe dans la nature. Ce qui me laisse avec une réflexion super provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si de simples taches de lumière, des équations mathématiques pures, réussissent à traquer des odeurs invisibles, à chasser sous l'effet de la faim et à forger des boucliers symbiotiques avec d'autres espèces, le tout sans la moindre once de code biologique, dans quelle mesure nos propres instincts de survie ou notre besoin de chercher de la nourriture diffèrent-ils fondamentalement de ces pixels de lénia? L'évolution biologique, toute notre complexité physiologique, ce serait pas juste l'expression macroscopique ultra complexe de ce même suivi de réintégration. Des milliards de structures cellulaires qui cherchent aveuglément à optimiser la géométrie de leurs paramètres face au vide, propulsés par le déséquilibre de la matière. Finalement, la frontière entre l'équation mathématique froide et ce qu'on appelle l'élan vital, elle vient peut-être tout simplement de s'évaporer.